およいよい。On va commencer avec Internet, parce que si l'on tape sur un moteur de recherche des mots-clés époque d'Edo et recyclage, en japonais ou en anglais, on a une avalanche de réponses qui nous aiguille vers des sites les plus divers, mais qui tous à l'unisson vantent le Japon des Tokugawa comme un modèle d'économie cyclique et vertueuse, ennemi du gaspillage et soucieuse de développement durable. Et cet intérêt pour le recyclage des matières premières entre le XVIIe et le XIXe siècle n'est pas qu'historique, puisque la tonalité du discours est toujours que l'époque contemporaine pourrait s'inspirer de la sagesse des anciens et que le Japon moderne fourmille d'exemples domestiques que nous pourrions tous mettre à profit. Et donc ça sert de support aux opérations de marketing des acteurs les plus inattendus. Alors là, vous avez une société qui en fait s'occupe, une société immobilière et de placement de panneaux solaires. Là, c'est la banque Mitsui Sumitomo, qui a aussi sa page dédiée au recyclage à l'époque d'Edo. Là, c'est la NHK, donc, qui a des programmes éducatifs, donc on peut lire sur Internet, où il est question du recyclage à l'époque d'Edo. Alors, vous avez aussi des articles plus ou moins académiques. Là, c'est dans une revue de gestion, donc je vous l'ai traduit, un système de recyclage de l'époque d'Edo vers une société de recyclage des ressources. Et puis, si vous préférez en anglais, vous avez aussi des versions en anglais. Dans Japan Today, une revue. Là, c'est la page Facebook du gouvernement japonais, donc, qui a aussi fait son petit laïus, son petit sermon sur la question. Et en fait, j'ai trouvé ça en 5 minutes, tout simplement. C'est les premiers titres que j'ai eus sur les dizaines de pages qui s'affichaient. Alors, il n'est pas difficile de reconnaître dans tous ces discours, mixant sans complexe histoire, commerce et écologie, un avatar de ce qu'on a appelé l'Edo Boom, c'est-à-dire la vogue des études sur l'époque d'Edo qui a commencé dans les années 80. Alors, auparavant, donc jusque dans les années 70, l'image de l'époque d'Edo, qui était plutôt sous l'influence d'une historiographie marxiste, était plutôt négative. Et les perceptions ont commencé à changer donc dans les années 80 avec la montée en puissance de l'économie et du soft power japonais, où il y a eu un renversement de perspective, c'est-à-dire on est passé d'études plutôt marxisantes qui s'intéressaient au Japon rural à des études plutôt centrées sur le milieu urbain, où l'on voyait une préfiguration de la modernité et des succès japonais donc, au XXe siècle. Et bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le Japon est moins flamboyant actuellement qu'à cette époque, mais malgré tout, cette vogue et cette image positive de l'époque d'Edo perdure sous des métamorphoses diverses. Et alors, c'est un peu caché là par l'écran, il y a un auteur qui s'appelle Carol Gluck qui a particulièrement travaillé sur cette question, donc il y a un article dans ce livre, Mirror of Modernity. Et disons qu'à l'origine, donc, ces discours sur l'époque d'Edo et sur la cité d'Edo, qui était la capitale shogunale, donc l'actuelle Tokyo, ne se préoccupaient pas véritablement d'environnement. Il s'agissait plutôt de célébrer un hédonisme qui préfigurait la société de consommation, alors, sauf peut-être pour souligner donc, la présence d'espaces verts dans les villes japonaises et donc un accord entre la société urbaine et la nature. On peut en retrouver un écho dans les travaux d'Augustin Berck, par exemple. Mais en fait, ce sont... alors, cependant, les préoccupations environnementales vont s'accentuer à partir des années, des années 90, avec les crises à répétition que va traverser le Japon, qui vont accentuer les doutes grandissants vers le modèle de croissance débridée qui avait cours jusqu'alors. Et ce sont les travaux d'un historien américain, Conrad Totman, qui vont sans doute placer les considérations écologiques au cœur des perceptions du Japon d'Edo. Donc c'était un professeur, il est professeur émérite maintenant à Yale, qui a publié en 1989 un ouvrage intitulé The Green Archipelago, et qui connut un certain retentissement, qui a installé l'image d'un Japon des Tokugawa écologiquement responsable et promoteur du développement durable. Et y compris au Japon, puisque l'ouvrage a été traduit en japonais en 1998. Alors, à vrai dire,
les préoccupations environnementales n'étaient pas encore à l'époque au cœur des travaux de Todtman. Il exploitait plutôt une recherche japonaise déjà riche sur la gestion des eaux et forêts à l'époque d'Edo. Et il mettait plutôt en évidence la mise en place d'un cadre réglementaire par les pouvoirs féodaux pour remédier à la surexploitation des forêts, et donc qui était un facteur d'érosion des sols en même temps qu'elle épuisait la ressource. Alors en somme, Todtman présentait une forme de gestion domaniale des forêts à l'âge pré-industriel qui n'a rien de particulier au Japon, mais qui fut réinterprétée aux États-Unis d'abord et puis ensuite au Japon à l'aune des nouvelles préoccupations environnementales. Et j'ai moi-même été assez surpris quand, au début des années 2010, j'avais été contacté par un documentariste qui prévoyait de faire un programme où il mettait en regard la sage gestion des forêts durables par le gouvernement des Tokugawa, qui l'opposait à l'inconscience des indigènes de l'île de Pâques qui avaient bêtement coupé du bois pour édifier leur statut et ruiner leur économie. Alors, cette image nouvelle d'un Japon des Tokugawa soucieux de l'environnement a mûri dans un climat où ces préoccupations, bien sûr, s'imposaient peu à peu dans la vie quotidienne des Japonais, à travers notamment des politiques publiques comme le tri sélectif des déchets imposé dans les municipalités dans les années 90. Et donc c'est assez naturellement que des essayistes en croisade contre la consommation à outrance, qui montrait de plus en plus ses limites, cherchèrent dans le Japon pré-industriel des modèles alternatifs. Alors à partir de ce moment-là, donc disons on est au milieu des années 90, l'exploitation et la vulgarisation des travaux scientifiques sur l'époque d'Edo a pris résolument, au XXIe siècle désormais, un tour écologique et environnemental. Et les travaux conduits depuis longtemps par les chercheurs en histoire, par exemple sur la collecte des déjections humaines dans les grandes villes ou de déchets issus de la transformation de divers produits pour servir d'engrais dans les campagnes environnantes, ont systématiquement été repris et interprétés dans cette perspective. Et alors depuis quelque temps, même dans la vogue du vocabulaire nippon a introduit en France aussi cette expression de mottainai, que vous avez peut-être déjà entendue. Là, vous l'avez sur un site en anglais, mais voici une page du HuffPost, donc qui est présentée comme une vertu traditionnelle japonaise, donc prônant le réemploi et la chasse au gaspillage, et qui sont plus ou moins donc présentées comme des vertus d'une tradition ancienne, sinon ancestrale. Et un des exemples le plus mis en avant dans cette vulgate du recyclage pré-industriel est celui des textiles. On souligne l'importance du réemploi des étoffes usagées dans le cadre de l'économie domestique, soit pour l'habillement, soit pour toutes sortes d'autres usages. Donc, on fait des chiffons, des serviettes, des sacs, des couches, des coussins, des matelas, j'en passe. Étant donné que, contrairement à ce qui se passait en Occident, la production de papier japonais, qui était confectionnée à base de fibres végétales, n'avait pas besoin de recourir aux récoltes des chiffonniers. Donc je vais me pencher un petit peu plus sur cette question en détail. Alors cette exaltation qu'on trouve chez des essayistes à l'heure actuelle de tous horizons d'une sagesse oubliée peut se référer à toute une gamme d'auteurs, de penseurs et de moralistes de l'époque d'Edo, issus de tous les milieux, tant paysans ou marchands que guerriers, qui prêchaient la frugalité et une saine économie, et qui constitue un fond de morale populaire qui imprégna l'éducation et les mentalités jusqu'au milieu du XXe siècle. Et là, je vous ai cité deux auteurs d'un courant qu'on appelle le Shingaku, les études du cœur, qui est un courant influencé par le confucianisme, mais plutôt propre au milieu marchand. Et donc, son initiateur s'appelle Ishida Baiga, et il prêche... Alors, en fait, ces penseurs parlent peu concrètement de recyclage. Ce qu'ils prônent plutôt, c'est être économe. C'est une des vertus cardinales. Et donc, il ne faut jamais consommer outre mesure. Voilà, c'est le mot d'ordre. Alors, il donne ici sa définition de l'économie, enfin d'un comportement économe. Alors, étant donné que chez tous ces penseurs,
quel que soit leur horizon, consommer outre mesure, ça veut dire aussi et peut-être surtout consommer en outrepassant son rang social. Et ça, c'est une dimension qui n'est absolument pas mise en avant à l'heure actuelle lorsqu'on les prend comme modèle. Alors, un des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour étudier la culture matérielle de l'époque d'Edo, c'est l'absence de documents notariés, comme les inventaires pour les successions. Et on peut cependant trouver des masses de renseignements dans les écrits du fort privé, qui sont très nombreux, ou liés aux activités économiques des maisonnés, mais ces informations restent parcellaires. Et d'autre part, dans les familles, le traitement des étoffes et des vêtements concernait surtout les femmes, qui nous ont laissé des témoignages personnels encore plus rares. Alors, la deuxième citation que vous avez dans ce texte, c'est un disciple d'Ishida Baigan, mais qui écrit, vous voyez, à peu près 70 ans plus tard, et donc il prêche à son tour l'économie. Il donne un exemple, c'est en fait un petit poème, mais qui se conclut sur un calembour, donc que je ne peux pas traduire. Donc même un vêtement déchiré, quand on sait s'en contenter, devient brocart en pièces. Il emploie un mot, tsuzure, qui désigne à la fois un mode de tissage, donc ça veut dire assembler, assemblage. Donc c'est un brocart qui est tissé à la mode tsuzure, mais tsuzure, ce sont aussi des tissus assemblés, et ça désigne en fait ce type de vêtements. Alors, à partir des années 70, donc, il y a eu, dans le cadre de la constitution de musées régionaux au Japon et ethnographiques, des collectes qui ont été organisées chez les fripiers pour récupérer ce type de vêtements dont les Japonais commençaient à se débarrasser en masse à cette époque. C'était lié à des changements de génération, donc, et au fait que désormais, de toute façon, l'habit occidental prenait le dessus. Et, enfin, depuis longtemps, mais y compris donc chez ceux qui héritaient de leurs parents. Et donc on en a récolté de nombreux exemplaires. Alors comme ils étaient en fait souvent récupérés chez les fripiers, il est très difficile de préciser parfois leur origine. Et puis, il est aussi compliqué de déterminer de quand ils datent, puisque c'est difficile de donner une date de départ à ce genre de vêtements. Mais disons, pour la plupart, malgré tout, ce sont des vêtements dont les pièces les plus anciennes remontent au début de l'ère Meiji, donc et courent en gros jusqu'à la guerre du Pacifique. Alors vous avez aussi pas seulement des vêtements, mais donc dans ces usages des tissus de récupération, donc des matelas par exemple, un futon ici. Et puis voilà, donc ce genre de tissu matelassé. Alors, des collectes plus récentes ont néanmoins permis de retrouver ce genre de vêtements et d'étoffes d'occasion in situ. C'est le cas, par exemple, pour la maison Tanaka de Tokorozawa dans le département de Saitama, c'est un peu au nord de Tokyo, qui a fait l'objet des recherches de Miyamoto Yaeko, ou d'une maison de pêcheurs de la baie de Sagami, qui reste anonyme dans les rapports, donc je ne peux pas vous donner le nom, examinée par Sagawa Kazumasa. Alors, comme souvent, ces enquêtes historiques et ethnographiques portaient sur des familles plutôt aisées et jouissant dans la société locale d'une solide assise sociale qui remontait avec certitude à l'époque d'Edo dans le cas de la maison Tanaka. Les bâtiments fouillés et vidés de leur contenu appartenaient donc à des catégories rurales élitaires et pourtant on a aussi trouvé des vêtements rapiécés de briques et de broc, des tissus réemployés et des bouts d'étoffe parfois dans des quantités considérables. Plus de 20 tonnes, paraît-il, pour le patron pêcheur de Sagami, dont 470 vêtements ou objets. Et une accumulation qui s'était poursuivie depuis les débuts de l'ère Meiji jusqu'à la guerre du Pacifique. Alors, cet amoncellement d'étoffes qui n'avait pas la moindre valeur patrimoniale n'est sans doute pas à mettre sur le compte d'un atavisme compulsif sur plusieurs générations. Il reflète très certainement une répugnance à jeter le tissu et une tendance à le réemployer, sans doute fort répandue et dans toutes les couches de la population à l'époque d'Edo, à l'exception de la haute aristocratie.
des hardes qui, à première vue, nous sembleraient plutôt afficher la misère de leurs possesseurs, n'étaient en fait pas du tout réservés à l'usage des classes défavorisées, loin de là. Alors, les vêtements composés de plusieurs étoffes peuvent avoir, que conservent les musées japonais, peuvent avoir cet aspect, donc composé d'un mélange de briques et de broc sans aucune recherche esthétique, ou alors ils peuvent être des vêtements qu'on pourrait qualifier de plus élégants, donc, mais qui sont constitués aussi de pièces de plusieurs habits. Mais toutes ces productions ont des points communs. En fait, il s'agissait de produits qui étaient réservés à l'usage domestique, ce qui ne signifie pas qu'on ne pouvait pas sortir avec, mais sous certaines conditions, comme le confirment les enquêtes des ethnographes. En fait, pour s'en tenir aux seuls vêtements, les tissus de réemploi servaient seulement pour une gamme limitée. Il s'agissait de vêtements d'intérieur, en particulier de vêtements chauds, par exemple matelassés, de vêtements d'enfants également, et enfin et surtout de vêtements de travail, ce qui explique les grandes quantités qu'on peut récupérer, par exemple chez le patron pêcheur, donc il devait s'en servir pour lui et également pour ses employés. Et donc c'était des vêtements qui étaient soumis à une usure continuelle et rapide, donc dans les travaux des champs par exemple. Alors l'attachement donc au tissu comme ressource et la répugnance à le jeter semblent avoir été assez répandus, puisque ces matières premières et vêtements rapiécés étaient stockés et utilisés parfois bien au-delà des nécessités domestiques, et parfois oubliés aussi, comme les précieuses archives familiales qui sont rangées dans un coin et dont plus personne ne se soucie au bout d'un moment. Mais il serait sans doute illusoire de voir dans cette réutilisation des tissus un modèle d'économie fermée. En fait, les familles ne cannibalisaient pas leurs vêtements systématiquement pour en réparer d'autres, mais une partie des pièces détachées, si je peux y dire, était acquise dans le commerce. Alors en effet, le commerce des vêtements usagés était florissant à l'époque d'Edo, et vous avez ici, alors l'image n'est pas très nette, mais c'est un des grands marchés aux vêtements usagés d'Edo, de la cité d'Edo, qui se trouvait près de la digue de Kanda. La digue est derrière, vous avez les baraques qui sont adossées. Vous en avez aussi une image plus colorée à l'ère Meiji. Et donc c'était, vous le voyez, un lieu célèbre d'Edo, un lieu touristique qui est assez fréquemment reproduit donc, dans les illustrations de la période. Alors, en fait, le vêtement usagé, donc, on ne peut pas peut-être parler exactement de recyclage, puisqu'il peut être utilisé tel quel sans avoir besoin d'être reconditionné. Et d'ailleurs, les fripiers eux-mêmes faisaient une différence très nette entre le vêtement usagé, furugi, et les hardes, boro. Donc, mais les deux étaient traités en réalité dans le même circuit et mis en vente chez les mêmes marchands. Et d'ailleurs, les vêtements usagés eux-mêmes pouvaient servir de réservoir de pièces détachées, tout simplement, pour confectionner d'autres pièces. Alors, quels étaient les fournisseurs de ces vêtements d'occasion ? Alors, outre les particuliers qui revendaient leurs vêtements, naturellement, les règlements corporatifs de la ville d'Osaka mentionnent aussi les prêteurs sur gage, qui valorisaient ainsi les stocks de vêtements laissés en dépôt par des emprunteurs incapables de rembourser leurs dettes. Et tous les métiers de revente étaient par ailleurs surveillés de près par les autorités, car ils pouvaient fournir un bon moyen d'écouler de la marchandise volée. Et c'est d'ailleurs une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles les fripiers furent organisés assez tôt en corporation, sous l'égide des autorités, à Osaka à partir de 1645, donc en regroupant 13 associations de fripiers dans une même corporation. C'est d'ailleurs une préoccupation qu'on voit dans ces corporations de fripiers, toujours de veiller donc à la provenance légale de ce qu'ils mettent en vente. Dans la cité d'Edo, prêteurs sur gage et fripiers étaient considérés par les autorités guerrières comme relevant de la même catégorie professionnelle, qu'on pourrait appeler le marché de l'occasion, et qui comprenait aussi vaisselle et objets d'art et ferraille.
Et en 1852, on comptait donc dans la ville d'Edo 2103 vendeurs de fripes, 1884 acheteurs de fripes, ce n'est pas le même métier, et 2075 prêteurs sur gage. Alors, l'activité d'achat et de revente d'étoffes de seconde main pouvait bien évidemment se pratiquer sur une échelle locale, avec des sources d'approvisionnement et des consommateurs situés par exemple dans une même zone rurale. Et au XXe siècle, cette activité menée à la campagne avait la réputation de ne pas être extrêmement lucrative, mais de garantir des revenus assez stables. Mais la revente de tissus d'occasion générait aussi un commerce de gros très important, centré sur les grandes métropoles d'Edo, Kyoto et Osaka, mais qui était redistribué ensuite dans tout le pays, ce qui devait dégager de confortables bénéfices, même si les études précises, d'après ce que j'en ai vu à ce sujet, manquent encore. Alors, ces grandes cités donc, concentraient une population aisée, mais aussi dans la région de Kyoto, des centres de production manufacturiers qui devaient assurer les grossistes en tissus d'occasion des sources d'approvisionnement d'excellente qualité, qui pouvaient se vendre un peu partout dans le pays à bon prix, y compris par exemple des chutes d'étoffes de luxe non utilisées par les artisans ou même des invendus de fil. Pour bien comprendre l'apport de ressources que pouvaient constituer pour les familles les textiles d'occasion, il faut se figurer d'abord qu'on n'y acquérait pas seulement du tissu usagé, mais aussi des étoffes qui n'avaient que très peu, voire quasiment jamais servi. Alors, les études de Yamamoto Mitsumasa du Musée national du Japon sur les archives d'une grosse maison paysanne de l'actuel département de Chiba, donc là on est à l'est de Tokyo, les Asao, montrent que cette famille qui cultivait, tissait et teintait son propre coton pour son usage domestique, donc qui respectait des principes de vie économes, acquéraient à l'occasion des mariages de leurs enfants à grand prix des vêtements et étoffes neufs, des soieries surtout, y compris chez les marchands les plus réputés d'Edo, donc pour des montants assez considérables. 518 monmei, c'est une monnaie d'argent pour leur fille en 1861, et plus de 31 ryo d'or, donc des monnaies d'or, dépensées dans le grand magasin d'habillement Echigoya en 1866 pour le fils de la maison et son épouse. Et souvent, ce type d'étoffe de luxe était précieusement conservé dans les familles et on les retrouvait intactes bien des générations plus tard, au XXe siècle. Bref, la mentalité économe, assez répandue dans la population pour l'habillement quotidien et intime, n'excluait pas la dépense somptuaire pour ceux qui en avaient les moyens et l'immobilisation de ressources importantes sous forme de textiles coûteux qu'on n'utilisait quasiment jamais pour se vêtir. Alors en fait, en réalité, la constitution de ces trousseaux luxueux pour les femmes avait sans doute d'autres fonctions. Une fonction statutaire d'abord, qui faisait que même dans une bonne maison qui prêchait la frugalité, dans son existence quotidienne, eh bien, on était obligé de tenir son rang et de dépenser sans compter dans certaines occasions pour son habillement, sous peine de passer pour des ladres ou des gueux et de perdre son crédit social. Mais surtout, un historien japonais qui s'appelle Isoda Michifumi a fait des études sur les livres de comptes d'une maison guerrière des guerriers, donc, de rang moyen, du fief de Kaga, les Inoyama. Alors, c'était des comptables, donc ils ont des livres de comptes domestiques très bien tenus. Et il montre en particulier qu'en 1842, cette famille avait rétabli sa situation financière grévée par les dettes en vendant des vêtements, pas seulement, mais en vendant des vêtements dont une bonne partie appartenait aux femmes de la maison. Et vous avez ici les sommes, donc il y a Naoyuki, c'est le mari, et ensuite son épouse et sa mère, dont il ne nous donne pas le nom. Mais on voit que les tissus en fait, les plus chers, les vêtements les plus chers qui ont été revendus, appartenaient aux femmes apparemment. Et le total des ventes de vêtements représente 40% de ce qu'ils ont vendu à cette occasion, et à peu près un quart donc, des dettes qu'ils devaient rembourser. Et entre parenthèses, rien qu'en vêtements, ils ont gagné à peu près l'équivalent de la moitié du revenu annuel du mari. Alors, donc on voit bien quel genre de ressources pouvait constituer la conservation de vêtements de haute qualité qu'on pouvait ensuite revendre, alors soit chez des particuliers fortunés, soit chez les prêteurs sur gage, les remettre dans le circuit, etc. De la vente de vêtements d'occasion. Alors, en conclusion, on voit bien que même si le tissu constituait en effet une ressource importante pour les Japonais de l'époque d'Edo, son recyclage dans la consommation quotidienne s'accompagnait, pour les pièces considérées comme les plus précieuses,
d'une tendance à thésauriser qui extrayait une partie de cette ressource des circuits de consommation et puis également donc, des dépenses somptuaires occasionnelles faisant bon ménage avec l'exaltation d'une vertueuse frugalité. Bien souvent, le regard rétrospectif porté par les Japonais du XXIe siècle sur les habitudes de recyclage de leurs ancêtres fait fi des contraintes d'une société d'ordre où les comportements qui peuvent nous sembler contradictoires participaient en réalité à la construction d'une idéologie statutaire. L'économie du quotidien valorisant la maîtrise et le réemploi des ressources allait de pair avec l'idée que la stabilité sociale nécessitait donc des dépenses de consommation conformes à son rang ou à son activité. Mais par ailleurs, donc la réputation des familles reposait aussi sur la capacité à s'adonner à la dépense ostentatoire, y compris pour l'habillement, à la fois investissement social et constitution de capitaux. Bref, au moins dans les milieux aisés, on réutilisait sûrement le tissu, mais on le laissait aussi dormir dans des armoires sans y toucher, comme on peut d'ailleurs aussi à l'occasion le constater en France, quand la génération de nos parents vide la maison familiale et ils retrouvent des piles de draps de fil qui n'ont jamais servi. Alors un autre contresens à ne pas faire serait de considérer que la modernisation et l'occidentalisation à partir de l'ère Meiji ont porté un coup fatal aux vertus ancestrales des Japonais en les jetant sur la voie sans issue de l'obsolescence programmée des articles textiles. En réalité, pendant toute la première moitié du XXe siècle, le commerce des étoffes usagées a connu un formidable développement, en étendant même ses débouchés outre-mer avec l'implantation des populations japonaises dans les espaces coloniaux d'Asie. En somme, cette activité économique a elle aussi connu une période de croissance avec l'industrialisation d'avant-guerre. C'est certainement l'abandon rapide du costume occidental par les générations d'après-guerre qui explique que l'usage du tissu d'occasion est par la suite décliné au Japon, la revente des textiles usagés devenant alors plutôt un commerce pour antiquaires. La vogue des recycle shops et autres magasins de seconde main depuis les années 90 a redonné une visibilité dans les villes japonaises à la régénérescence des objets, y compris l'habillement vintage. Mais en fait, cette activité n'avait pas du tout disparu au Japon. Simplement, le recyclage des tissus d'habillement, comme en Europe, avec l'avènement du prêt-à-porter, s'est déplacé du marché intérieur vers l'exportation en direction de nombreux pays d'Asie notamment, où s'écoulent désormais en masse des vêtements japonais usagés. Je vous remercie pour votre attention.